Voici maintenant la deuxième grande période de l'histoire du Loiret, à cheval sur le XIXe et le XXe siècle. La deuxième moitié du XIXe siècle constitue une période de transition au cours de laquelle le Loiret conserve sa vocation productive, mais acquiert aussi une véritable fonction de détente et de loisir. Après une période de coexistence de ces deux vocations, c'est la détente qui l'emporte clairement. Concernant la vocation productive, les moulins construits dès le Moyen Âge sur le Loiret poursuivent leur activité pendant plusieurs siècles. Au XIXe siècle, l'activité industrielle liée aux moulins connaît son apogée avec de multiples productions, avant de décliner puis de disparaître au cours du XXe siècle. Malgré la diversité des productions possibles, les moulins à farine restent les plus nombreux. Par exemple, le moulin Saint-Julien ou le moulin de Lille sur la chaussée des Tacreniers. Ce moulin est d'ailleurs le dernier à avoir poursuivi son activité sur le Loiret jusqu'en 1972. Les moulins produisent aussi de la dentelle, du papier et de la quincaillerie. Ces productions varient selon les moulins et un même moulin peut changer plusieurs fois d'activité au cours de son existence. Par exemple, le moulin des Quatre Moulins, sur la chaussée Saint-Santin, a servi à fabriquer de la dentelle, avec une machine à vapeur comme moteur d'appoint, avant de produire de l'outillage puis de l'électricité au début du XXe siècle. Ou encore le moulin de la papeterie sur la chaussée des Tacreniers, qui fabriqua du papier pour les pains de sucre, liés aux raffineries d'Orléans, au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Malgré la grande roue à aubes de 6 mètres de hauteur et une autre petite roue, il eut aussi recours à la machine à vapeur pour pallier le manque d'eau et de puissance du Loiret. La papeterie fut détruite au tout début du XXe siècle. La prospérité des moulins semble toutefois souffrir d'une baisse des niveaux d'eau du Loiret et de la diminution du courant à cause de l'envasement. Ce phénomène est parfois relié à la création de la prise d'eau pour l'alimentation de la ville d'Orléans en 1861. À la toute fin du XIXe siècle, les meuniers renforcent donc la puissance hydraulique de la rivière en installant des machines à vapeur pour travailler en basse eau, comme on le voit ici sur cette photo du moulin des Bêchers vers 1900. Plus tard, c'est l'hydroélectricité qui apporte un complément d'énergie, par exemple au moulin de la Motte, sans amélioration notable de la dynamique hydraulique de la rivière. L'activité des moulins décline inexorablement au cours de la première moitié du XXe siècle. Le moulin du Bac a cessé toute activité, faute d'eau, en 1930. Il a ensuite été restauré et transformé en habitation. Le moulin des Quatre Moulins a cessé toute activité pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite été rasé, puis transformé en résidence principale. Alors que certains regrettent le spectacle de nos moulins inactifs et silencieux, comme Louis Dillier, ce déclin s'explique à cause non seulement des contraintes liées au Loiret lui-même, baisse des niveaux d'eau et de la puissance hydraulique, mais aussi et surtout à cause du contexte général qui voit se développer de nouvelles formes d'énergie et d'industrie en France. Si les moulins cessent progressivement toute activité, le Loiret n'en reste pas moins attractif, dorénavant pour les loisirs et la détente. En 1848, le restaurant guinguette Paul Fauré ouvre ainsi ses portes sur le Loiret, début d'une longue histoire et amorce de l'âge d'or de la rivière. Les formes prises par cette vocation nouvelle de la rivière varient cependant selon les classes sociales. Les châteaux du Loiret, implantés depuis l'essor industriel et économique du territoire, font toujours rêver et les propriétaires tentent à s'y succéder au cours du XIXe siècle. Les riches bourgeois orléanais acquièrent de belles demeures, y font des travaux pour les mettre au goût du jour et les utilisent souvent comme résidence secondaire. Le domaine du Rondon changea souvent de main au cours du XIXe siècle, au gré de sa gestion plus ou moins calamiteuse par les différents propriétaires. Bel-Air, château édifié à la fin du XVIIIe, dispose d'un beau panorama sur la rivière et le Val, mettant en valeur ses jardins, comme le font de nombreuses propriétés.
Mais la hausse de fréquentation du Loiret ne se limite bien sûr pas aux châteaux et grandes propriétés. Les commerçants d'Orléans, qui tirent parti de la prospérité générale de la ville au XIXe siècle et au début du XXe siècle, veulent aussi profiter de ce cadre spécifique. Ils sont nombreux à faire construire et aménager des gares à bateaux, avec une ou deux pièces de séjour qui surmontent la gare à bateaux pour y passer du bon temps, d'où leur surnom de vide-bouteille. La démocratisation des rives du Loiret se ressent donc dans le paysage, avec un front bâti original, notamment sur le bassin Saint-Sanson. C'est sans doute à cette période que ce bassin devient un plan d'eau canalisé, sur lequel il est facile de se mettre à l'eau et de flâner, pour l'agrément et la détente, alors qu'il n'était que très peu concerné par les moulins. L'attractivité du Loiret est nettement renforcée par le développement de nouveaux moyens de transport, tramways et vélos, qui permettent aux habitants d'Orléans de venir rapidement sur le Loiret. Ainsi, 2 lignes de tram desservent le Loiret, à Olivet et à Saint-Hilaire-Saint-Mémin, permettant d'accéder assez facilement à l'ensemble de la rivière. Ces nouveaux moyens de transport, du fait de leur rapidité et de leur faible coût, permettent à un public beaucoup plus nombreux de venir facilement sur le Loiret. Celui-ci n'est désormais plus l'apanage des seules classes sociales supérieures. Les classes populaires prennent aussi progressivement toute leur place sur le Loiret, dès la deuxième moitié du XIXe siècle et encore plus à la Belle Époque. Les restaurants sont nombreux, par exemple le café Georges Fauré, en lien avec l'établissement Paul Fauré, mais aussi le Madagascar, l'Eldorado. Les restaurants font aussi très souvent office de guinguettes, avec bal et musique au programme. On en compte jusqu'à 32 sur les quelques kilomètres. La plupart des établissements proposent aussi un service de transport de passagers par bateau et s'intéressent à la location de barques selon des modèles variés. Grâce au tramway qui dessert Saint-Hilaire, l'aval du Loiret compte aussi son lot de guinguettes et de restaurants. Le canotage s'y développe aussi bien qu'en amont. Les dimanches au bord du Loiret sont donc l'occasion pour tous de se détendre, mais aussi de se promener en famille. Le canotage connaît un essor régulier dès la fin du XIXe siècle, comme l'atteste la création de la Société nautique du Loiret en 1882. La configuration des bassins artificiels et longilignes du Loiret, avec faible courant à l'abri du vent et de grande taille, se prête en effet aisément au canotage. Le Loiret devient ainsi rapidement un des hauts lieux du canotage à l'échelle de la France. La pêche sur le Loiret est pratiquée non seulement comme activité de détente par les enfants et les adultes au repos, mais aussi par des pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche au carrelet, notamment pour alimenter en friture les restaurateurs. Cette rivière atypique est donc mise en valeur pour attirer du monde et faire la fête, à l'instar des fêtes des fleurs où les bateaux sont décorés, presque déguisés, avec une multitude de fleurs, le plus beau étant récompensé à la fin par un jury. Les différents types de populations qui fréquentent le Loiret ne recherchent néanmoins pas toujours la même chose. Alors que certains viennent pour le calme et le paisible pour admirer la nature, d'autres viennent surtout pour l'animation et la foule. La deuxième moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle constituent donc un âge d'or pour le Loiret, au sens où il bénéficie d'une fréquentation et d'une notoriété au plus haut, qui vont marquer une identité forte. Le Loiret devient ainsi en quelque sorte la Marne d'Orléans. Ce destin, centré sur le pittoresque de la rivière, est loin d'être général aux rivières de France. Seules quelques-unes auront la chance de le connaître. Cette image du Loiret festif ne doit pas faire oublier que d'autres dynamiques sont à l'œuvre dans le même temps, car le Loiret, c'est aussi le support de travail pour certains. Nous avons déjà vu les meuniers et les pêcheurs professionnels, mais il y a aussi les blanchisseuses et les lavandières qui utilisent des structures plus ou moins légères, ou encore les serveurs et cuisiniers des guinguettes. À la fin de cet âge d'or du Loiret, alors que les guinguettes ferment progressivement, les parcs de plusieurs châteaux, comme celui du Coinon, commencent à être démembrés et lotis à partir des années 1930. Cette réclame cherche à attirer les investisseurs à Olivet,
en s'appuyant sur des notabilités parisiennes du monde de l'art et du spectacle. Comme dans la période précédente, le Loiret reflète certaines évolutions générales que connaît le monde occidental. La révolution industrielle, source à la fois de l'apogée des moulins puis de leur déclin, l'apparition des classes ouvrières qui fréquentent les bords du Loiret aux côtés des classes bourgeois, le début de démocratisation des loisirs, etc. Cependant, le Loiret ne fait pas ici que refléter les grandes évolutions du monde occidental. Il acquiert pendant cette période une typicité socio-économique, construite d'ailleurs sur l'héritage de la période précédente. Ainsi, son paysage particulier devient source d'attractivité, alors même que l'économie qui a produit ce paysage décline puis disparaît. Une nouvelle économie s'installe alors, très spécifique. Le Loiret n'est plus une ressource exploitée par diverses activités, mais d'abord une source d'agrément, de plaisir, sur laquelle se grèvent diverses activités économiques liées aux loisirs et à la construction. Il est intéressant de souligner que cet âge d'or du Loiret s'appuie donc sur des ouvrages et des infrastructures qui n'ont plus leur vocation première. Les vertueux moines industrieux du Moyen-Âge ne pensaient certainement pas que leurs travaux finiraient par constituer une telle invite au plaisir des guinguettes. L'histoire de cette période nous apprend ainsi que des demandes sociales des attachements au Loiret découlent des travaux menés par le passé, sans rapport avec les motifs qui ont poussé à les faire. Qui aurait pu l'anticiper? Par ailleurs, ces nouveaux attachements ne sont pas univoques et monolithiques. On note une certaine tension entre la recherche de calme et de naturalité et les pratiques festives, qui n'a pas aujourd'hui disparu, même si elle est en partie régulée par la propriété privée. Au tournant des 19e et 20e siècles, le Loiret a donc connu son âge d'or et doit désormais affronter le déclin des guinguettes et du canotage dans un contexte de modernisation rapide au sortir de la Seconde Guerre mondiale.